Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc en ce vendredi 26 janvier pour vous faire donc mon premier bilan lecture de 2024. Voilà, où je vais, comme d'habitude, vous le savez, vous présenter 4 livres que j'ai lus. Alors le premier, c'est L'aile des Vierges de Laurence Perrin aux éditions Pocket. Alors là, on est donc en Angleterre, dans le Kent, à Shupper House, avec Maggie Fuller. Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1946. Donc avec Maggie Fuller qui va devoir rentrer donc dans cette dans ce fameux manoir de Shupper House pour être femme de chambre. Tout simplement. Donc elle va être employée donc dans ce manoir. Et donc ce qu'il faut savoir de Maggie Fuller, c'est que c'est une fille de féministe et une petite fille de suffragette. Donc elle a des idées bien arrêtées sur les choses, elle est indépendante, elle n'aime pas qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, elle est très cultivée. Voilà, elle s'intéresse à beaucoup de choses. Et en fait, quand elle va rentrer dans ce manoir, donc elle va faire la connaissance et des propriétaires, qui sont un couple très, très distant. Voilà. On va aussi suivre les différents employés qui travaillent dans ce fameux manoir. Et Maggie va se rendre compte que les employés vivent comme au temps passé, en fait. Eux, ils aiment la situation où ils sont. Alors que elle, Maggie, n'a qu'une idée en tête, c'est de travailler pour pouvoir économiser, pour pouvoir par la suite partir en Amérique pour avoir la belle vie et avoir un autre métier parce que son avenir n'est pas de finir comme femme de chambre. Elle voudrait, elle, travailler comme dans le médical, donc soit comme infirmière ou soit comme aide-soignante ou voilà. Donc elle va travailler, son but c'est de travailler quelques années, le temps de pouvoir économiser et de partir donc en Amérique. Sauf que le destin va faire qu'elle va tout simplement faire la connaissance de ces personnes qui vivent dans ce manoir et l'amour va frapper à sa porte et ça elle ne s'y attend absolument pas, mais ça ne va pas du tout changer ses projets. À un moment donné elle va réussir à partir, donc elle va quitter cette fameuse demeure et elle va aller vivre en Amérique où là elle va travailler justement dans le médical. Alors il me semble que c'est soit elle va être assistante sociale ou infirmière, enfin elle va travailler en équipe avec un médecin. Voilà. Bien évidemment, donc elle va continuer sa vie en Amérique et donc elle va faire la connaissance d'autres personnes et sa vie va continuer. Et son passé à Shepherd House va revenir jusqu'en Amérique où elle va revoir une personne qu'elle ne pensait pas tout simplement pas revoir. Et à un moment donné, donc de l'Amérique, on va passer en Australie, si je ne me... Non, en Afrique, je me trompe, en Afrique, voilà, où elle va finir le reste de sa vie. Et aussi, donc, il y aura un petit passé présent. Dans le présent, on est donc à notre époque à nous, en 2010, à New York, voilà, où il y a une jeune fille qui va devoir faire l'inauguration dans un musée, je crois, il me semble. Voilà, justement pour parler de Maggie Fuller. Donc on ne sait pas encore quel lien il y a entre cette jeune fille et Maggie Fuller, mais au fur et à mesure de l'histoire, donc on va comprendre quel lien il existe entre ces deux femmes. Voilà, alors ça a été pour moi une histoire très très intéressante. Voilà, les personnages sont très attachants, beaucoup sont assez mystérieux, il y a de petits rebondissements. Voilà, donc on vit cette histoire après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a encore beaucoup de séquelles parce que beaucoup d'hommes sont morts durant cette fameuse guerre. Et donc du coup, c'est compliqué pour
pour les femmes qui sont restées là et qui ont perdu leur mari ou leurs proches, quoi. Et on sent bien cette atmosphère-là. Et c'était vraiment une très bonne histoire. Je n'avais jamais lu de Laurence Perrin et comment dire, j'ai aimé sa plume. J'ai aimé lire sa plume, voilà, je l'ai connu sa plume et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc, si vous voulez un petit roman historique, il ne fait pas beaucoup de pages, il ne fait un peu plus de 400 pages, mais ça se lit très très vite et c'est très très beau à lire. Il y a beaucoup de petites choses qu'on apprend dans cette fameuse histoire, plein de petits secrets qui sont révélés et on apprend même on en apprend même un petit peu plus sur le passé de Maggie Fuller parce que on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle est arrivée comme ça dans ce fameux manoir de Shepherd House. On s'imagine bien qu'elle a un passé et c'est un passé qui est assez secret mais qu'au fur et à mesure donc qu'on va découvrir. On va découvrir cette fameuse femme qui est indépendante, qui est voilà, qui est aussi cultivée et qui n'a qu'un but, c'est de ne plus être femme de chambre. Elle a d'autres aspirations, mais ça sera sur un autre continent. Voilà. Donc, si vous avez envie de lire du Laurence Perrin et que vous n'osez pas, eh bien, j'ai envie de vous dire, allez-y, lancez-vous parce que c'est du très bon. Voilà. Donc, Laurence Perrin, L'aile des Vierges aux éditions Pocket. Mon deuxième livre, donc, je suis partie avec La mémoire sous les vagues de Laurence Quiode, je ne sais pas si on dit ça comme ça, aux éditions, donc, comme d'habitude, Pocket. Alors là, nous sommes à Tokyo avec Yukiko, qui est une photographe. Voilà, malheureusement, Tokyo va subir un séisme et un tsunami, voilà, qui va ravager une partie de Tokyo. Yukiko va vivre cet instant-là. Elle va être dans son appartement à ce moment-là. Elle va sentir la terre trembler et elle va comprendre qu'il se passe quelque chose. Et donc elle va vraiment beaucoup s'inquiéter pour sa grand-mère maternelle, donc la mère de sa mère. Voilà, qui elle vit donc aussi à Tokyo, mais dans une contrée un peu plus reculée, là où vraiment le tsunami a frappé. Et en fait, elle va avoir l'idée pour rassurer ses parents, surtout sa mère, qui s'inquiète beaucoup pour sa mère à elle. Elle va avoir dans l'idée d'aller voir ce qui s'est réellement passé et de voir où sa grand-mère est passée et si elle n'est pas morte. Donc elle va faire la traversée de Tokyo pour aller jusque là où sa grand-mère habitait. Et malheureusement, là, elle va se rendre compte que l'habitation de sa grand-mère a carrément été balayée. Une partie de son habitation a été balayée. Voilà, donc par le tsunami, et elle va avoir l'info que sa grand-mère a réussi à être sauvée in extremis. Elle a passé 1 ou 2 jours dans sa maison alors qu'elle était complètement comment dire, effondrée, pratiquement effondrée, voilà. Et donc elle va la retrouver à l'hôpital et dans cet hôpital elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle, alors je ne sais plus du tout, je ne sais plus le nom de ce jeune homme, mais elle va rencontrer un jeune homme qui donc lui-même est avec son père qui a été aussi blessé durant ce tsunami. Voilà, donc on va être avec donc ces deux personnes-là et puis voilà, ils vont faire connaissance et il y a une petite histoire d'amour qui va se dérouler. Et puis, dans un deuxième temps, donc là, ça sera aussi une double temporalité, nous allons nous retrouver en 1860 à Yokohama avec donc une jeune femme, Okanekishi, voilà, qui est une célèbre geisha, qui va tout simplement se marier avec un occidental. Oui, un occidental. Voilà, et donc on va suivre la vie de cette jeune fille, et on va vite comprendre que cette jeune fille a un lien donc avec Yukiko,
et on va comprendre le lien qu'il y a donc entre Yukiko, sa grand-mère, et puis cette jeune célèbre geisha, voilà, qui divertissait les Occidentaux qui venaient donc à Yokohama dans les années 1860. Voilà, voilà. Alors, cette lecture, ça a été... alors, il y a eu quand même quelques longueurs, je peux pas dire le contraire. Je voyais pas du tout l'autrice voulait m'emmener. Il y a eu des bons passages quand même, je peux pas dire ça a été quand même, il y a eu de très bons passages, mais il faut savoir que c'est une écriture assez lente. L'autrice prend son temps pour tout nous raconter. Elle nous décrit absolument tout, tous les paysages, euh, comment sont les gens, comment ils ont vécu ce tsunami en 2011. Et puis aussi la vie de cette jeune geisha dans les années 1860. Elle va excusez-moi, tout nous raconter. Voilà. Et c'était... Alors, il y a eu des petites longueurs, mais il y a eu de très très beaux passages. Moi, j'ai bien aimé les deux histoires d'amour. Donc, l'histoire d'amour entre Yukiko et donc ce jeune homme qu'elle a rencontré à l'hôpital. Et j'ai bien aimé aussi cette histoire d'amour entre Okanekishi et donc cette fameuse geisha et le jeune occidental qui a voulu l'épouser, qui était un célèbre photographe aussi, donc il photographiait un peu toute la région de Yokohama. Voilà, et ces deux histoires donc ont un lien plus ou moins proche, et j'ai trouvé que c'était une très belle histoire quand même racontée. Voilà, j'étais pressée de lire ce livre, je voulais vraiment le lire. Ça faisait un petit moment qu'il était dans mon panier sur Amazon. Et j'ai été contente vraiment de le lire. Alors même s'il y a eu des petits passages assez longs, mais bon, j'ai quand même plutôt pas mal aimé cette lecture. Voilà. Donc si vous avez envie de vous lancer dans ce roman, n'hésitez pas. Voilà, donc La mémoire sous les vagues de Laurence Coukieud aux éditions Pocket. Ensuite, donc, j'ai lu le livre de Lucinda Riley, La saga des 7 sœurs, donc le tome 5, La sœur de la lune, aux éditions Le livre de poche. Donc là, dans cette histoire, nous sommes avec Tiggy, qui est donc la 5e sœur, qui est une jeune fille très douce, très calme, qui a un certain don. Voilà, elle a un don de voyance. Elle voit certaines choses. Ses sœurs s'en sont rendues compte quand elle était plus jeune parce qu'elle, comment dire, elle voyait certaines choses qui allaient se passer alors que ça s'était pas encore passé. Voilà, et elle prévenait ses sœurs dès que ça arrivait, que ça allait arriver. Ses sœurs l'ont trouvé un petit peu bizarre, mais bon, voilà, il a laissé après tranquille avec ça. Et en fait, donc quand elle est devenue adulte, Tiggy a voulu, comment dire, a créé un lien, donc pas avec les humains mais avec les animaux. Elle a décidé de se lancer dans la zoologie, donc elle a fait des études pour travailler dans des zoos avec les animaux ou dans des réserves, voilà, etc., etc. Et donc son chemin va l'amener dans les Highlands, donc en Écosse, où elle va s'occuper, elle va vivre sa passion, elle va s'occuper d'animaux, dans le domaine de Kinerd, voilà, qui est dirigé par Charlie, qui est un médecin qui va l'engager, car il a hérité du domaine de son père. Son père est décédé, donc il a hérité du domaine. Et en fait, donc il y a déjà un garde forestier donc sur ce domaine, mais il voudrait, comment dire, rajouter peut-être des espèces différentes de ce qu'il y a déjà sur son domaine. Voilà, il y a déjà des biches et des cerfs, donc il voudrait peut-être rajouter des élans, des saumons, enfin, voilà, des petites choses comme ça. Et là, Tiggy va tout simplement arriver avec des chats sauvages.
dont elle s'est occupée dans une autre réserve qui a malheureusement dû fermer ses portes. Voilà, donc elle va arriver sur ce domaine. Elle va trouver Charlie assez mystérieux parce que, comment dire, il ne reste jamais sur son domaine. Lui, son vrai métier, c'est médecin. Et donc, il a des patients à s'occuper. Donc, il ne s'occupe pas forcément de ce domaine. C'est plutôt les domestiques qui s'en occupent. Donc, on a donc la cuisinière qui est là. On a donc ce fameux garde forestier qui est très 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 gentil, qui va bien accueillir Tiggy. Et voilà, et donc on va avoir un invité qui va arriver dans ce domaine qu'on a entreaperçu dans un des autres livres de Lucinda Riley, qui va faire son apparition donc, dans le domaine. En fait, donc Charlie, le propriétaire, a dans l'idée de faire venir comment dire, des touristes, mais très riches, et de leur proposer des chasses, donc de chasser que ça soit des biches, des cerfs, enfin tout ça, de faire des chasses à coups en fait, pour essayer de limiter la reproduction donc des biches et des cerfs, voilà. Et de ramener de l'argent dans le domaine parce que le domaine est assez et on ne peut plus dans le rouge et voilà, il va se passer pas mal de choses. Tiggy va comment dire, faire la connaissance d'un vieux monsieur, voilà, qui était un gitan, qui rien qu'en touchant sa main va lui expliquer que son destin est ailleurs. Il va lui révéler ses origines. Voilà, il va tout simplement lui dire que en fait elle vient d'Espagne, de Grenade, que sa famille vient de là. Et c'est là que nous, on va faire une transition. Donc, on va se retrouver en 1000. Alors attendez, en 1930 à Grenade. 1912, pardon. 1912, donc à Grenade, avec Maria. Maria, qui est une jeune femme qui va rencontrer donc un jeune homme. Donc Maria est comment dire, une gitane. Donc sa famille est gitane. Voilà, toute sa communauté est gitane. Et en fait, ils vivent dans des grottes à sa communauté. Comment on appelle le nom? Alors attendez, hein, que je retrouve le nom. Non, je vais pas y arriver. Sacromonte en Espagne, à Grenade, enfin pas loin de Grenade. Donc toute cette communauté gitane vit dans des grottes. Voilà, donc ils ont donc comment dire, les non-gitans ne côtoient pas les gitans, à part pour les payer pour faire des spectacles de danse de flamenco, parce que les gitans sont spécialistes dans cette fameuse danse. Maria a été, dans sa prime jeunesse, une excellente danseuse de flamenco, mais elle a décidé de se marier et d'avoir des enfants. Voilà, alors les parents ne sont pas très très chauds dans le choix de son mari, mais bon, ils laissent faire leur fille. Maria ne va pas être très très heureuse dans son couple. Elle va avoir plusieurs enfants. Voilà, elle va avoir une fille et 3 garçons, 4 même, je dirais 4. Voilà. Et sa fille a un don pour la danse de flamenco. Elle a vraiment, dès toute petite, elle bougeait ses pieds, elle était prête à danser plus qu'à marcher. Et au fur et à mesure qu'elle grandissait, voilà, son père qui voyait le talent que sa fille allait avoir pour danser, a tout simplement prévu de la faire danser lors d'une grande fête. Alors c'était pas vraiment une fête, mais c'était plus comme
pas un gala, mais une compétition de danse, voilà, où tous les meilleurs danseurs de flamenco étaient invités à y aller. Maria ne pouvant pas y aller, son mari a décidé d'y mettre sa fille, même si elle était encore mineure. Et là, ça a été la révélation, voilà, lors de cette soirée. La fille de Maria, Lucia, a fait un tabac. Et en fait, son mari a dans l'idée de l'emmener donc dans la capitale, en Espagne, pour pouvoir gagner de l'argent, pour la faire connaître. Et voilà. Et en fait, il va tout simplement abandonner sa famille, donc sa femme et ses autres enfants, pour partir avec sa petite fille, l'emmener dans la capitale d'Espagne, et puis voilà, faire carrément le tour de tous les bars, de tout ce qui peut être, voilà, pour pouvoir la faire connaître au plus grand nombre, pour qu'elle devienne une star et avoir le plus d'argent possible. Sauf que Maria, elle, reste seule avec ses fils. C'est le moment de la guerre et tout ne va pas se passer comme prévu pour Maria. À un moment donné, elle va devoir retourner, donc elle va devoir rechercher, pardon, son mari et sa fille, parce qu'elle n'arrive plus à s'en sortir et parce qu'il s'est passé un drame familial. Et quand elle va découvrir ce qu'il se passe vraiment, elle va vraiment être écœurée de voir ce qu'il se passe vraiment avec sa fille et son mari. Voilà. Et enfin bref, il va se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans toute cette histoire. Voilà, et on va suivre Lucia qui, elle, au fur et à mesure du temps, va grandir. Elle va avoir son petit caractère à elle, qui n'est pas un caractère facile. Voilà, ça n'a pas été mon personnage que j'ai préféré. Voilà, parce que c'est une fille assez égoïste, qui ne pense qu'à elle, qui ne pense qu'à son talent. Tout ce qui se passe à l'extérieur, donc par rapport, on va suivre la Seconde Guerre mondiale aussi. Donc voilà, la Seconde Guerre mondiale va arriver avec Franco. Voilà, il va se passer ce qui va se passer. Les gitans vont être tout simplement massacrés. Et en fait, Lucia, elle, ne pense qu'à son talent. Elle ne pense qu'à ça, elle ne vit que pour ça. Et en fait, elle va vite se rendre compte que ce qui se passe à l'extérieur est vraiment grave. Et ça va... voilà, il va se passer plein d'événements qui vont faire que à un moment donné, elle va devoir retourner chez elle pour voir sa mère. Et voilà, il va se passer plein d'autres choses. Et donc, dans le présent, donc on va se retrouver avec Tiggy qui va suivre son histoire, l'histoire de ses origines. Et à un moment donné, elle va retourner à Grenade, où là, elle va rencontrer des membres de sa famille et aussi des amis que Maria et Lucia ont eu. Et voilà, et elle va vite comprendre elle est la fille de qui, voilà, qui a été sa mère, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Voilà, elle va suivre toute cette aventure, toute l'aventure de ses origines. Et ça a été une très bonne histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. J'ai aimé tous les personnages, j'ai aimé aussi le passé. Le passé était très intéressant. Voilà, alors Lucia n'est pas un de mes personnages préférés. J'ai beaucoup aimé Maria, qui est une femme courage. Voilà, qui est une mère courage aussi, qui aurait donné sa vie pour ses enfants. Euh, voilà, voilà, on aime ou pas. En fait, il y a des personnages attachants et des personnages beaucoup moins attachants. On a les deux dans cette histoire, soit on les aime, soit on les déteste. Il y a de tout, et puis on comprend ce qui s'est passé par rapport à Franco, ce que Franco a fait, le massacre qu'il a organisé par rapport à la communauté gitane. Les gitans ont été vraiment dépossédés de tous leurs biens, et voilà, ils ont vécu un enfer durant cette Seconde Guerre mondiale. Et voilà, ça a été une très belle découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc si vous avez lu les Lucinda Riley mais que vous n'avez pas encore lu le 5, je ne peux que vous le conseiller parce que c'était vraiment une très belle histoire. Donc Lucinda Riley, Les 7 sœurs, la sœur de la lune, aux éditions Le Livre de Poche.
Et en dernier, donc, j'ai lu donc Sodoma, le livre de Frédéric Martel aux éditions Pocket. Alors, ce livre, donc, dans ce livre, donc, qui est un essai, je tiens à le préciser, c'est pas vraiment un roman, c'est plus un essai. On est avec Frédéric Martel, qui est un journaliste, qui va tout simplement nous raconter l'histoire du Vatican, donc surtout de l'homosexualité, pardon, au cœur du Vatican, donc tous les évêques, les prêtres, les archevêques, les cardinaux, les nonces, les séminaristes qui sont homosexuels, parce qu'il y a une grande communauté homosexuelle au cœur du Vatican. Voilà, et il va totalement enquêter là-dessus et aussi sur les papes. Donc on est avec Benoît XVI, Jean-Paul, non, Paul VI, Jean-Paul II et le pape François, bien évidemment. Voilà, donc on va suivre les papes et leur pontificat. Voilà. Donc tout ce qu'ils ont fait durant leur pontificat, tout ce qui s'est passé et tous les scandales qu'il y a eu. Donc on va parler de prostitution, on va parler beaucoup de pédophilie aussi. On va parler de Franco, de Pinochet. On va parler de l'abdication de Benoît XVI. Voilà, pourquoi est-ce qu'il a abdiqué? Parce que comment dire, dans la réalité des choses, on nous a dit que c'était parce que Benoît XVI était malade qu'il a abdiqué, ce qui n'est pas forcément la vraie raison. On l'apprend dans ce livre. Voilà, et puis on va savoir quel pape était pour les homosexuels, quel pape était contre, voilà, tout ce que les papes ont fait pour soit éradiquer entre guillemets hein, l'homosexualité, voilà, entre les papes qui étaient contre qu'on donne des préservatifs parce que il fallait bien voilà que les femmes aient des rapports pour avoir des enfants, hein. Le but de l'Église c'est que il y ait de plus en plus d'enfants dans le monde, mais voilà, le préservatif sert à protéger et ça, les papes ne l'ont pas compris. Voilà, certains papes ne le comprennent pas. Ils ont du mal avec ça. Voilà, puis voilà, on apprend pas mal de choses. Alors après, c'est pas non plus une grande découverte. On se doute bien qu'il y a de l'homosexualité voilà, au Vatican, hein. Il n'y a pas que des prêtres voilà, qui sont... Tous les prêtres ne sont pas chastes, tous les prêtres ne sont pas hétérosexuels. Voilà, on va faire de grandes découvertes. On va nous parler d'orgies qui se passent au Vatican, dans certaines, même à l'extérieur hein, du Vatican, parce que alors je sais pas si c'est les cardinaux, les évêques ou quoi, mais tout le monde ne vit pas à l'intérieur du Vatican, il y en a qui vivent à l'extérieur et qui organisent des orgies, qui font appel à des prostituées, que ce soit hommes ou femmes. Voilà, il y a plein de choses à raconter dans ce livre qui sont intéressantes. C'est bien écrit, la plume se lit. Je n'ai pas tout retenu parce que c'est pas possible de tout retenir. Il y a beaucoup de répétitions, ce qui est un peu évident. Voilà. Mais dans l'ensemble, ça a été, voilà, j'ai quand même été contente de le terminer, je dois vous le dire, parce qu'il fait un peu plus de 900 pages, et voilà quoi, et c'est assez quand même contraignant à lire, surtout pour un sujet comme celui-ci, de l'homosexualité au cœur du Vatican, voilà, et puis surtout que c'est un essai, c'est pas, voilà, il a interrogé des évêques, des archevêques, des nonces, voilà, il interroge les gens en fait, et il a visité beaucoup de pays, et dans tous les pays, il a rencontré donc des prêtres ou voilà, tous ceux qui voilà, et puis entre eux ils se dénoncent en fait. C'était marrant en fait à voir parce que je dis mais pourquoi ils se dénoncent entre eux, c'est n'importe quoi parce que un tel il va dire bah lui il est homo, l'autre il est homo, l'autre il y est pas, l'autre il fait ceci, l'autre il fait appel à des prostituées, enfin voilà, ils se dénoncent entre eux et c'est enfin c'est mort de rire quand tu vois ça, c'est absolument aberrant. Alors que même le sont hein, homosexuel, faut pas se cacher, enfin voilà, il y a pas de, moi je trouve qu'il y a pas de honte à être homosexuel, il y a aucune honte à y être de toute façon. Je trouve que c'est un peu
je vais pas dire absurde, enfin si, c'est un peu absurde de les obliger à être chastes. Tu peux pas, en tant qu'homme ou femme, euh, t'interdire de faire l'amour, tout simplement, que ça soit pour les hommes ou pour les femmes. Euh, voilà, t'aimes, c'est tout. Moi, je trouve que ce truc de chasteté, je trouve ça un peu, ouais, un peu absurde parce que t'as des envies, t'as des... Alors après, faudrait être discret. Voilà, faut être vraiment discret. Mais si t'es discret et si tu ne le hurles pas à la terre entière, donc que t'es au Vatican, que t'es un évêque et que t'es pas chaste, bon bah après, voilà, si c'est fait discrètement, je vois pas en quoi c'est... Bon après, il faut dénoncer tout ce qui est pédophilie, voilà, et prostitution. Je trouve que c'est aberrant que les prêtres et les ont voilà qui demandent les services des prostituées pour des actes tels que ça. Voilà, mais je trouve que ça a été intéressant quand même. Après, bon, est-ce que vous êtes pour ou contre l'homosexualité au cœur du Vatican? On se doute bien que voilà, tous les hommes ne sont pas hétérosexuels au Vatican. Voilà, après, tant que t'es discret, que tu voilà, que tu ne marques pas sur Internet, oui, je suis archevêque et j'aime les hommes. Super. Voilà, après, on nous dit aussi qu'il y a des archevêques et comment dire, des cardinaux et des... Enfin bref, voilà, qui ont des relations donc soit hétérosexuelles, soit homosexuelles, qu'ils ont des compagnons et des compagnes qui sont peut-être mariés, qui se sont mariés en secret, mais qui le hurlent pas. Après, c'est pas dramatique. Je vois pas ce qu'il y a de dramatique à... je trouve qu'au final, on leur donne pas assez de droits. Voilà, ce qui fait que du coup, bah, ça donne bah, de la pédophilie. Je suis désolée. Voilà. Quand tu, quand tu interdis quelque chose, c'est voilà, toi, au bout d'un moment, tu es obligé d'assouvir tes envies. Et malheureusement, ça donne droit peut-être à des choses affreuses, alors que peut-être qu'à la base, c'est pas pédophile. Mais bon, à mon avis, si. Hein, quand t'as envie de faire ça avec des petits-enfants, c'est que bon, c'est que t'as un problème. Voilà, mais je veux dire, au niveau de l'homosexualité globale, je vois pas en quoi c'est dramatique si un homme aime un autre homme. Ça peut être beau aussi. Après, comme je vous l'ai dit, si c'est fait discrètement, il n'y a pas de raison de l'étaler sur la place publique. Et on se doute bien que, voilà, qu'il se passe des choses au Vatican, mais c'est pas dramatique. L'Église devrait se mettre à la page. Voilà, l'Église, vous devrez, voilà, ne devrez pas interdire les préservatifs parce que c'est la seule façon de se protéger. De ne pas avoir de MST, de ne pas avoir de syphilis, de ne pas avoir la gonorrhée. Je sais pas si on dit ça comme ça. Mais voilà, c'est le seul moyen pour eux de se protéger. Donc, n'interdisez pas les préservatifs, enfin. Voyons, enfin, franchement, c'est un truc ridicule d'interdire les préservatifs alors que, voilà, c'est vraiment le seul moyen de se protéger. Enfin, ça, c'est tout un débat, hein, après, voilà. Mais si vous voulez lire alors, si vous êtes prêt à lire cet essai, et si vous êtes intéressé par cette enquête, si vous avez envie d'en savoir plus, bah écoutez, je peux vous le conseiller parce que c'est une très belle plume, mais à savoir qu'il y a des longueurs. Il y a des... Enfin, c'est pas qu'il y a des longueurs, c'est qu'il y a des répétitions. Voilà, il y a beaucoup de répétitions. Ça peut être un peu embêtant, mais voilà. Donc, Frédéric Martel, Sodoma, aux éditions Pocket. Et voilà, donc ça, c'était mon dernier livre que j'ai lu. Donc j'ai entamé ma nouvelle palle, j'ai fini le Agatha Christie, Les vacances d'Hercule Poirot, et donc là je suis en train, pardon, excusez-moi, de lire Au soleil redouté de Michel Bussy aux éditions Pocket. Donc je suis presque à la moitié du livre. Donc comme je vous l'ai dit, on est avec 5 fidèles lectrices qui vont participer à un concours et gagner ce concours pour aller donc en Polynésie retrouver un célèbre écrivain, Jean-Yves François, voilà, qui est un célèbre écrivain qui leur propose de venir en Polynésie pour faire un stage d'écriture. Donc ces cinq lectrices vont aller
donc retrouver Jean-Yves François en Polynésie. Elles vont faire ce fameux stage de lecture, sauf que d'écriture, pardon. Sauf que l'écrivain va disparaître un soir, il va disparaître. On ne va pas le retrouver et il va y avoir un premier meurtre. Voilà, qui va arriver sur l'île. Et donc, du coup, les lectrices vont commencer à paniquer. Tout le monde même va commencer un peu à paniquer. Ils vont essayer d'enquêter, voilà, mais ça ne va pas être évident. Voilà, il y a plein de mystères autour de cette île parce que on va connaître les légendes des Marquisiens. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Des Marquisiens, comment dire, leur culture, leur façon de vivre, voilà, toutes les légendes qu'il y a autour d'eux. Et voilà. Alors, c'est assez étrange à lire. J'ai eu du mal au départ. Et puis, au final, j'ai fini par m'y faire. Alors, dans cette histoire, on va aussi parler de Jacques Brel parce qu'il a fini sa vie là, aux Marquises. Donc, c'est sur cette petite île-là qu'on est. Alors, attendez, je vais vous le faire voir. Là, ici. Donc, on est là. Et nous sommes ici, là. Donc, en fait, au Soleil Retrouvé, c'est un petit hôtel qui se trouve ici. Hop, là. Donc, là, ici, c'est l'hôtel Retrouvé, voilà. Et en fait, donc, on a, voilà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses sur cette île, sur cette petite île, mais on va se retrouver là. Et on va nous parler de Jacques Brel parce qu'il a fini sa vie là, sur cette île. On va aussi nous parler de Gauguin, qui est un peintre, et qui a aussi fini sa vie sur cette île. Voilà, donc on va nous parler un peu de tout ça et de ce fameux meurtre. Et voilà, et donc on va être avec tous ces personnages. Alors pour moi, ça a été un peu compliqué au départ, comme je vous le disais. Parce que on va être comme dans une espèce de journal. Voilà, on va suivre Clémence Noven, qui est une des 5 lectrices qui a été sélectionnée pour faire ce stage d'écriture. Elle voudrait être une romancière. Et donc, on va suivre son journal. Alors, son journal s'intitule... alors, c'est comment déjà Ma bouteille à l'océan. Voilà. Et on va suivre aussi... Donc, alors, par contre, là, le nom... Maïma, qui est une jeune fille qui est aussi sur l'île, qui va aider le gendarme qui est là à enquêter sur ce meurtre et la disparition de l'écrivain, je vais y arriver. Donc on va suivre toute cette fine équipe et on suit en fait le journal. Elle va écrire un journal aussi, Mayama. Voilà, et on va suivre tout ça. Et pour moi, au départ, j'étais un petit peu surprise de la façon dont Michel Bussy avait écrit son livre. Et au final, je me suis habituée et je suis prise dedans. Donc voilà, je m'y suis prise j'aime bien, j'aime beaucoup sa plume, de toute façon ça change pas. J'aime sa plume, il a réussi à me hyper dans cette histoire, donc j'ai vraiment hâte de continuer et voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà, donc voilà pour mon bilan lecture, voilà pour mes prochaines lectures. Bon après je vous parlerai des autres lectures que j'ai plus tard. Je vous retrouve moi pour un nouveau bilan lecture, donc quand j'aurai fini mes 2 autres lectures. Donc il me reste Éric Emmanuel Schmitt, La Rivale, que j'ai l'intention de lire, et La vie est belle après tout, voilà, que j'ai aussi l'intention de lire. Donc une fois que j'aurai fini donc, tous ces livres-là, je vous ferai un nouveau bilan lecture. Voilà, donc j'espère que pour vous tout va bien, que vous êtes pressés d'être en week-end parce que nous sommes vendredi et que voilà, et c'est bientôt le week-end. Donc j'espère que vous passerez un très bon week-end avec de très bonnes lectures. Et écoutez, moi je vous retrouve donc la prochaine fois pour un nouveau bilan de lecture. Bye bye!